Toujours dans le chapitre 2 d'Histoire seconde, nous nous intéressons à ces siècles, 15e, 16e siècle, qui sont des siècles de grands bouleversements en Europe et bien sûr qui impactent le reste du monde. Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de cette ouverture atlantique, de ces explorations, ces grandes découvertes qui ont amené à bouleverser des populations telles que les populations africaines et aussi américaines, ces populations amérindienne. Bien, et puis nous sommes en train d'avancer un petit peu dans le temps, surtout au XVIe siècle, XVe, XVIe siècle, hein, mais plus vers le XVIe siècle, pour essayer de voir comment ces explorations, ces nouvelles découvertes ont entraîné de nouvelles dynamiques, de nouvelles conséquences en Europe et lesquelles. Alors évidemment, on entre dans cette période artistique qui est la Renaissance et dans cette période historique qui sont les temps modernes. Bon, nous sommes dans une période d'effervescence intellectuelle et qui est en rupture avec la pensée médiévale. Alors cette période de la Renaissance, des temps modernes, entend marquer une rupture avec la période médiévale qui est présentée comme un âge de barbarie, un âge sombre. On l'avait vu hein, dans le thème zéro en histoire, le Moyen-Âge a toujours eu cette pensée un peu négative, une période où il n'y avait que des guerres, où il ne se passait rien, etc. Et ce sont des contemporains des temps modernes qui ont mis en place cette espèce de vision euh, négative du Moyen Âge. Alors, dans les temps modernes, les lettrés, les savants, les artistes vont être amenés à redécouvrir la culture antique, et ce surtout après 1453, on en reparlera. Alors, selon les humanistes des temps modernes, le Moyen Âge avait une connaissance incomplète des œuvres antiques, déformée par des erreurs de copie et l'utilisation d'un latin médiéval éloigné du latin classique. Alors, ces humanistes vont entreprendre de retrouver, de collectionner les manuscrits grecs et latins. Et ça va être d'autant plus facile parce qu'en 1453, Constantinople est prise par les Turcs ottomans et donc tous les savants byzantins, ces savants, ces lettrés byzantins qui avaient une grande collection d'œuvres antiques de l'Antiquité, eh bien ils vont s'installer en Italie par exemple, en Europe, et ils vont apporter avec eux quantité de textes inconnus comme les œuvres de philosophes grecs Platon ou les écrits d'Euclide, d'Archimède, etc. Et ces humanistes ne vont pas se contenter de recueillir et de copier l'héritage antique, ils vont l'adapter aussi à leur époque. Ces humanistes vont privilégier l'étude des langues anciennes, le latin, le grec, l'hébreu, ce qui leur permet de corriger et de restituer les textes dans leur forme originale et d'en proposer des commentaires et des traductions rigoureuses, bien carrées. Mais il s'intéresse aussi aux langues vernaculaires, les langues locales, les langues courantes comme le français, et les font progresser. On peut citer le florentin Pétrarque, qui est le premier à inventer au XIVe siècle une poésie nouvelle en langue locale. En France, le poète Joachim du Bellay, qui publie en 1549 Défense et illustration de la langue française. Et l'humanisme va aussi renouveler la pensée des hommes. Alors que la pensée médiévale était centrée sur Dieu, l'humanisme, imprégné de la culture grecque, s'intéresse d'abord à l'homme, dont il exalte la dignité, la liberté et la puissance. Et si l'homme est une image imparfaite de Dieu, il peut quand même atteindre la perfection par la connaissance. Et les humanistes vont préconiser un nouveau type d'éducation reposant sur l'apprentissage des langues anciennes, des lettres, de la philosophie, des sciences, de la musique, de l'histoire et de la géographie, en passant par le développement du corps, de l'observation, de la réflexion et d'un dialogue entre maître et élève. Je vous euh, renvoie à Rabelais, par exemple, avec Gargantua, qui est vraiment centré sur l'éducation parfaite de l'homme. Alors, passionnés par le monde qui les entoure, les humanistes vont chercher à en découvrir les lois. Une meilleure connaissance des écrits antiques permet des progrès en mathématiques et en géométrie. Et ils vont poser les bases d'une méthode scientifique fondée sur l'observation et l'expérimentation. Ainsi, au XVIe siècle, André Vézal fait progresser les connaissances anatomiques par ses dissections du corps humain.
C'est aussi par l'observation que Nicolas Copernic va élaborer sa théorie selon laquelle les planètes tournent autour du Soleil. Cependant, bon, la frontière reste encore étroite entre science, magie, alchimie, religion et superstition. Par exemple, la position des astres guide encore le médecin dans son diagnostic. On a encore cette, euh, cette vision des sciences en lien avec la magie, et puis on a évidemment toute cette alchimie qui continue à perdurer, ces superstitions qui perdurent, etc. Euh, Vraiment une période très intéressante. Alors, des relations régulières vont s'établir entre les humanistes européens qui vont se rassembler autour de princes qui vont les protéger. Certains humanistes vont créer pour eux des universités nouvelles, comme certains princes vont créer aussi pour ces humanistes des universités. On peut citer le Collège royal fondé en 1530 par François Ier, dans lequel sont enseignés le grec, l'hébreu, latin, mathématiques. Et grâce à leur voyage, parce que les humanistes voyagent beaucoup, et ils correspondent beaucoup entre eux, eh bien, ces humanistes vont constituer ce qu'on va appeler la République des lettres. Et parmi eux, Erasme, il est particulièrement admiré par ses connaissances et l'ampleur de son œuvre. Alors, il va beaucoup voyager, Erasme. Il va séjourner à Rotterdam, Londres, Paris, Bâle, Rome. Et sa correspondance va regrouper 3000 lettres, correspondance considérable. D'autres, comme les Français François Rabelais ou Michel de Montaigne, vont témoigner de la diffusion européenne de l'idéal humaniste, pareil par des correspondances ou par certains voyages. Mais vraiment, Erasme est très très important. Et d'ailleurs, on va faire un petit point sur Erasme, qui est un Hollandais. Alors, date de naissance et de mort 1469-1536. Et il est surnommé le prince des humanistes, parce qu'en fait, il voyage dans toute l'Europe et il correspond avec de nombreux humanistes. Alors, il faut savoir qu'il a eu une enfance très très difficile, hein. C'était un bâtard, parce que fils d'un prêtre, et forcément, le prêtre ne pouvait pas reconnaître son fils, hein. Mais son père et sa mère vont mourir très tôt de la peste. Donc, il va être mis très jeune au couvent, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Alors à 18 ans, les moines le forcent à devenir prêtre, mais il ne supportait pas du tout la vie au couvent, c'est-à-dire cette vie de privation, se lever à 4 heures du matin pour les prières, ne pas se marier, etc. Lui, c'était pas du tout ce qu'il voulait. Et il va toute sa vie vouloir arrêter d'être prêtre. Il va devoir attendre ses 50 ans pour que le pape Léon X lui autorise à ne plus porter l'habit du prêtre. Bon, malgré sa non-vocation, il devient un très grand intellectuel et il se bat pour que l'Église se réforme. Il est contre cette vision de l'Église, cet enrichissement de l'Église, cette richesse, ce luxe de l'Église. Il veut vraiment que l'Église se réforme. Il voit bien qu'il y a des gros soucis. Voilà. Et il va être un très très grand intellectuel. Il va traduire des auteurs grecs anciens. Il va retraduire le Nouveau Testament à partir du grec. Et il va écrire des ouvrages de réflexion comme L'éloge de la folie, qui dénonce le luxe du clergé, les vices des hommes, etc. Alors, un petit point sur sa traduction du Nouveau Testament. En traduisant via le grec, puisqu'il prend vraiment le Nouveau Testament, les premières versions du Nouveau Testament qui sont écrites en grec, et il se rend compte que les copistes médiévaux qui avaient copié en latin, et les traducteurs donc de la période Moyen-Âge, s'étaient trompés dans leur correction, enfin, dans leur traduction. Et par exemple, pour le paternoster, il se rend compte que les copistes latins se sont trompés. Il explique que, vous savez, cette parole que ta volonté soit faite sur la terre et sur le ciel, c'est mal traduit. Mais il va en faire une autre traduction. Le problème, c'est que de dire que ça a été mal traduit, c'est un blasphème. Et ça aurait pu lui valoir le bûcher, hein. Donc heureusement qu'il était quand même encadré de personnes qui l'ont protégé. Et puis, évidemment, les travaux d'Erasme vont être récupérés par Luther, le moine Luther, dont on parlera plus tard. Et il va récupérer les travaux d'Erasme pour pointer, on va dire, les, les critiques sur l'Église. Donc voilà, Erasme va être un peu mal vu quand même de la part de l'Église. Donc c'était donc un grand intellectuel, très cultivé, il se disait aussi poète. Et il faut savoir quand même que le terme humaniste a été inventé au 19e siècle.
pour qualifier ces hommes intellectuels à leur époque. Eux, ils se nommaient poètes, hein. Alors, Erasme, il combat, comme les autres humanistes, la scolastique, c'est-à-dire l'enseignement classique catholique. Il pense que les enfants doivent apprendre en jouant et non pas en récitant bêtement des leçons en latin. Mais évidemment, les universités comme la Sorbonne à Paris étaient complètement en désaccord avec lui. Ils ont voulu interdire ses ouvrages. Et du coup, Erasme refusait de venir à Paris parce que il avait peur que les professeurs de la Sorbonne et puis tous ces scolastiques, hein, l'enferment. Et il faut savoir que certains des amis d'Erasme ont été brûlés par l'Inquisition. Donc il savait très bien que ce qu'il faisait pouvait être dangereux et il avait tendance à se protéger quand même. Et ces ouvrages de l'époque, hein, ont été considérés comme païens et aujourd'hui, il en reste seulement que 10% hein, de tous ces textes-là parce qu'ils ont été brûlés par l'Inquisition. Voilà, et donc les buts des humanistes, vraiment, c'est de revenir au texte pur, au texte d'origine et aux ouvrages, mais ces ouvrages qui sont considérés comme païens par l'Église. Alors cette pensée humaniste, elle va être d'autant plus diffusée parce que arrive en 1450 environ, hein, à Mayence, une nouvelle invention, Johannes Gutenberg, hein, si on dit ça, Gutenberg, pardon, en allemand, il va mettre au point un procédé nouveau qui va combiner des techniques qui existent déjà, hein, comme la typographie et la presse. Bon, il va combiner ces techniques pour inventer ce qu'on va appeler l'imprimerie. Et désormais, les textes vont être reproduits sans erreur et à volonté. Cette technique va se diffuser en Europe, où les centres d'imprimerie vont se multiplier, à Paris, à Anvers par exemple. Le nombre total de livres va passer de quelques milliers avant l'invention de l'imprimerie à 200 millions en 1600. Donc on voit à quelle vitesse. 210 millions même, 200 millions, 210 millions. Les imprimeurs-éditeurs participent donc à la diffusion sans précédent du savoir, et ces imprimeurs-éditeurs sont souvent eux aussi des érudits ou des humanistes. On peut citer cet imprimeur-éditeur qui est vénitien, Alde Manucci, qui est ami d'Erasme, et il est connu pour la qualité et la diversité des ouvrages qu'il édite. Ces imprimeurs-éditeurs s'entourent d'humanistes afin de préparer les traductions ou les éditions en langue originale d'œuvres de l'Antiquité. Un atelier d'imprimerie peut alors imprimer 1300 à 1500 feuilles recto et verso chaque jour, alors qu'un copiste du Moyen-Âge rédigeait 200 lignes par jour. Donc vous voyez cette rapidité, ce qui va permettre évidemment de diffuser beaucoup plus rapidement ces idées humanistes, cette pensée humaniste. Alors, le 15e, 16e siècle, c'est aussi cette période de mutation artistique, cette période de la Renaissance. Je vous rappelle que la Renaissance est une période artistique et qui se place dans la période historique des temps modernes. Alors, que se passe-t-il dans cette Renaissance? Eh bien, on a un renouveau de l'art. Sous l'influence des humanistes, les artistes vont redécouvrir l'Antiquité. Les architectes, par exemple, vont s'inspirer du théoricien romain Vitruve, qui vivait au 1er siècle avant Jésus-Christ, et ils vont rechercher l'harmonie et la symétrie telle que Vitruve en parlait dans ses œuvres. Peintres et sculpteurs vont puiser dans la mythologie antique, et vont réintroduire la représentation de la nudité. Cependant, ils ne se contentent pas de copier, ils réutilisent les motifs et les techniques, mais pour créer des œuvres originales. Les artistes, comme les humanistes, donnent une place nouvelle à l'individu, comme en témoigne l'essor du portrait. On peut citer la Joconde, par exemple. Parce que ça, vous connaissez tous ce tableau. Ils s'emploient à représenter avec réalisme et précision le corps humain. Ils enrichissent les détails et les arrière-plans, particulièrement les paysages. Ils cherchent à montrer les sentiments, les émotions des personnages. Et si les thèmes religieux restent dominants, les artistes privilégient quand même une représentation plus humaine du divin, insistant par exemple sur l'affection maternelle qui unit la Vierge à son fils. Bon, tous les arts bénéficient de ces progrès techniques. La sculpture exploite l'amélioration de la métallurgie du bronze. Les peintres flamands mettent au point la peinture à l'huile. Afin de figurer le monde tel que les hommes et les femmes le perçoivent, les artistes utilisent la perspective, qui repose sur les lois de la géométrie et de l'optique, donnant l'illusion de profondeur. Les architectes fondent leur art sur la connaissance des mathématiques. Peintres et sculpteurs portent une attention particulière à l'anatomie, qui se développe avec les progrès de la dissection.
Alors la Renaissance est aussi marquée par le développement du mécénat. Le mécène, c'est quoi? C'est un homme riche hein, qui offre hospitalité, protection et argent à l'artiste, attendant de lui qu'il mette en scène son pouvoir et lui garantisse une gloire immortelle. Et donc, les mécènes sont souvent des princes, mais aussi des marchands, des banquiers ou des papes, qui au XVIe siècle appellent auprès d'eux des plus grands talents comme Raphaël ou Michel-Ange. On peut citer le pape Jules II qui demande à Michel-Ange de venir en 1508 pour peindre le plafond de la chapelle Sixtine au palais du Vatican à Rome. Alors jusqu'au XVe siècle, l'artiste est considéré comme un artisan et un contrat précis le lie à son commanditaire. Puis peu à peu, il va acquérir, cet artiste, une plus grande liberté et il va être pleinement reconnu en tant qu'artiste. Il n'hésite plus à signer ses œuvres et à peindre même son autoportrait. On peut penser à Dürer par exemple. Il est moins considéré comme un travailleur manuel que comme un créateur désormais. Il est souvent à la fois peintre, sculpteur, orfèvre, architecte et même théoricien. Et il travaille rarement seul, hein, ça il faut insister quand même, on a cette vision du grand artiste de la Renaissance. Souvent on a tout un atelier avec des apprentis autour de l'artiste et donc il faut quand même reconnaître que ces artistes ne sont pas seuls. Évidemment, cette renaissance, elle a son foyer, si vous voulez, en Italie, avant de se diffuser un peu partout. Alors, le renouveau artistique hein, se manifeste d'abord en Italie. Pourquoi? Parce que les vestiges de l'Antiquité sont nombreux. On a beaucoup de ruines antiques, on a ces paysages antiques qui demeurent et ce qui va donner inspiration aux artistes et donc de la Renaissance. Bon, on a des grandes villes aussi italiennes comme Florence, dirigée par les Médicis, la grande famille de Mécène, qui va apparaître comme un des berceaux de la Renaissance, grâce à des peintres comme Botticelli, des architectes comme Brunelleschi. Mais on a aussi d'autres villes comme Milan, Venise ou Rome qui vont rivaliser hein, avec Florence. Mais on n'a pas que en Italie, hein, puisque cette diffusion va se faire un peu partout. On peut citer la Flandre, effectivement, avec des villes comme Bruges, qui vont s'enrichir, assurant aux artistes une immense clientèle, l'art flamand qui s'illustre dès les années 1430 avec le peintre Jan van Eyck, qui témoigne d'un grand souci de réalisme qui se manifeste par la description minutieuse de l'homme et du monde qui l'entoure. Outre l'art du portrait, hein, le foyer flamand produit des genres nouveaux comme les natures mortes ou les paysages. Donc aussi, hein, dans les Pays-Bas, ce grand foyer flamand de la Renaissance. Et donc la diffusion de la Renaissance, elle se fait un peu partout, en Europe essentiellement, grâce à la mobilité de ces artistes. Italiens et flamands s'influencent mutuellement, et on a des voyages, bien sûr, ces artistes voyagent. Par exemple, l'allemand Albrecht Dürer effectue plusieurs séjours en Italie. Son œuvre témoigne à la fois de la minutie des artistes flamands, mais aussi du traitement de la perspective à l'italienne. Donc on a ces mélanges qui se font grâce aux voyages et aux correspondances des artistes de la Renaissance. Au XVIe siècle, on a le roi François Ier hein, qui fait venir auprès de lui Léonard de Vinci. Et ces châteaux, notamment dans le Val-de-Loire, deviennent les centres d'une Renaissance originale où le style italien se mêle au goût français. Et donc on va avoir vraiment ces interdépendances, cette diffusion qui va se faire de l'art évidemment, de la Renaissance en Europe. Bon, autre chose, outre évidemment ces humanistes, outre cette Renaissance, eh bien nous allons rentrer aussi dans un temps de bouleversement religieux, et notamment avec cette réforme protestante et la contre-réforme catholique. Alors, au début du XVIe siècle, il faut se rappeler que la chrétienté est divisée en deux familles. On a les catholiques à l'ouest, les orthodoxes à l'est. Ça, j'espère que vous vous souvenez des chapitres qu'on a vus précédemment. Mais les catholiques vont connaître une crise religieuse au XVIe siècle. On va voir, évidemment. Alors déjà, le contexte, il est un petit peu particulier. Les croyants, on est dans une période, fin du Moyen-Âge, où les croyants sont vraiment hantés par la peur de l'enfer. C'est une période vraiment avec des malheurs multiples. On a des années de peste, on a la guerre de 100 ans aussi qui fait beaucoup de morts. Et donc on a cette mort permanente qui nous hante et on a peur évidemment de mourir et d'aller en enfer. Alors,
Pour assurer leur salut et donc aller au paradis terrestre, ils vont vouer un grand culte à la Vierge et aux saints. Ils vont multiplier les pèlerinages, les pénitences et les œuvres de charité. Et ce qui va se passer, c'est que la papauté va en profiter alors pour leur vendre des indulgences. Les indulgences, ce sont des papiers. Si vous avez péché, vous pouvez, avec vos moyens, payer l'Église, et l'Église vous pardonnera vos péchés et vous pourrez atteindre le salut, aller au paradis. Voilà, et ça, la papauté va en profiter pour vendre ces fameuses indulgences. En réaction, évidemment, certains chrétiens vont aspirer à une religion plus simple, passant par une pratique individuelle, par la prière, la lecture de textes religieux, et ils vont même critiquer l'enrichissement de l'Église et la lourdeur du culte imposé. Et puis, dans le Saint-Empire germanique au XVe siècle, la papauté est vue comme étrangère et ruineuse pour les pays, et ce serait donc à l'empereur de purifier l'Église catholique. Donc vous voyez, il y a plusieurs critiques qui se mettent en place par rapport à l'Église catholique. Et puis on a ces humanistes qui, par leur travail, cherchent à rétablir la Bible dans sa forme originelle en supprimant les traductions approximatives. Et tout ça va faire qu'effectivement, on va avoir ces fameuses critiques multiples, ces traductions, vouloir revenir à quelque chose de plus simple au niveau de la religion catholique, et ce qui va évidemment être la base pour le combat de ce fameux moine Luther qui va combattre, ce luxe de l'Église catholique. Alors Luther, il combat sur le plan doctrinal, sur la doctrine. Si l'Église est mauvaise, c'est parce qu'elle s'est éloignée de la vraie foi. Donc il faut revenir à la Bible seule et à la question du salut de l'homme et donc de la justice de Dieu. Il rejette la manière dont ses contemporains pensent à la justice. On punit les mauvais, on récompense les bons. Pour lui, la Bible propose une justice de Dieu, c'est-à-dire que les bons sont les croyants et que tous ont été pardonnés par le sacrifice de Jésus. Et un croyant peut commettre des péchés, mais tendre vers le bien. De plus, il ne reconnaît que 2 sacrements, le baptême et la communion, alors que vous savez qu'il y a 7 sacrements dans l'Église catholique. Lui, il n'en reconnaît que 2, le baptême et la communion. Et sa doctrine, c'est sola gratia, sola scriptura, sola fide. Ça veut dire une seule grâce, une seule foi, une seule écriture. On ne peut garder que la Bible, la base de la Bible, et il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Pour lui aussi, pour Luther, l'Église doit se placer sous l'autorité des princes et des États. Et c'est la collaboration Église-État qui fera avancer la société chrétienne. Mais alors, vous me direz, effectivement, il critique énormément, et donc dans ses 95 thèses, il va critiquer toute cette Église catholique. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas poursuivi plus que ça? En fait, il est ami de l'empereur du Saint-Empire germanique, et il est le meilleur professeur de l'université créée par l'empereur qui vient de Saxe. Et donc il écrit énormément. Un tiers de la littérature allemande de l'époque est fait par ses livres, et ils sont diffusés sur toutes les routes marchandes européennes. Donc c'est un personnage qui est très important, qui va être très protégé, et c'est pour ça qu'effectivement il ne va pas être trop inquiété par l'Inquisition et par l'Église, même s'il va être excommunié, hein, évidemment. En tout cas, il va être protégé grâce à l'empereur du Saint-Empire germanique. Alors, ces idées vont être largement diffusées grâce à l'imprimerie, et ces idées vont rencontrer bien sûr un grand succès. Alors bien sûr, d'abord en Allemagne, Luther va traduire la Bible en allemand sur la base de la retraduction d'Erasme, et puis dans les pays scandinaves aussi, il va être très diffusé. Et ça va inspirer aussi d'autres réformes protestantes. On peut parler de Jean Calvin, qui va créer ce calvinisme, donc Jean Calvin qui est un Français, et qui va créer une église protestante en Suisse en 1530. Alors c'est le calvinisme, c'est plus radical, c'est plus austère. Pour Calvin, il développe la doctrine de la prédestination, c'est-à-dire que Dieu sait déjà qui aura le salut. Donc il n'y a pas besoin d'acheter ces fameuses indulgences, il n'y a pas besoin d'être très austère et d'enrichir l'Église, puisque de toute façon Dieu sait déjà qui ira au paradis et qui ira en enfer, c'est déjà décidé, c'est la prédestination. On peut citer aussi Zwingli, qui va en Suisse aussi développer une église protestante. Bon, on a aussi en 1534 le roi d'Angleterre Henri VIII, qui va être excommunié par le pape, parce qu'en fait, Henri VIII voulait divorcer de sa femme pour notamment épouser Anne Boleyn. Si vous aimez beaucoup cette période-là, allez voir la série Les Tudors, qui raconte tout ça.
Et le pape refusait le divorce d'Henri VIII, donc il a décidé de de ne plus être catholique. Et il va prendre la tête d'une nouvelle église d'Angleterre et il va fonder l'anglicanisme. Alors la doctrine de l'anglicanisme va être fixée plus tard, hein, surtout par sa fille, la reine Élisabeth Ier. Et sa doctrine va mêler luthérianisme, rejet de l'autorité du pape, et catholicisme, puisque Élisabeth Ier va conserver quand même des cérémonies fastueuses. Donc l'anglicanisme, c'est un mélange entre le catholicisme et, euh, et la philosophie de Luther, la doctrine de Luther. Alors évidemment, cette fracture religieuse va complètement diviser l'Europe. La réforme luthérienne se répand dans le nord de l'Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Suède. En Allemagne, les princes luthériens vont demander la liberté de religion, et ce qui va provoquer des tensions avec l'empereur du Saint-Empire germanique, Charles Quint. Et bon, Charles Quint va finir par accorder la liberté de religion en 1555 aux princes luthériens. Mais il n'empêche qu'on va voir de grandes guerres et de grands conflits partout en Europe, notamment ces fameuses guerres de religion qui vont avoir lieu partout en Europe et dont on parlera plus tard, mais dont l'apogée en France, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors, en réaction, bien sûr, l'Église catholique va réagir face à cette réforme protestante. Et donc, pour lutter contre la diffusion de la réforme, l'Église et les princes catholiques vont organiser une contre-réforme, mais aussi une répression en recourant aux tribunaux de l'Inquisition, particulièrement en Espagne et en Italie, dans les années 1540. Et ce mouvement est appelé la contre-réforme. Alors par exemple, en 1540, le pape va placer sous son autorité un nouvel ordre religieux, la Compagnie de Jésus. Cette Compagnie de Jésus, fondée par Ignace de Loyola, et ses membres s'appellent les jésuites. Ils vont être envoyés en mission pour combattre, par leurs prêches, leurs discours publics, les protestants et défendre le catholicisme. Et ils vont être envoyés partout, hein, c'est-à-dire que même en Asie, ils vont être envoyés. Je pense à Matteo Ricci, dont je vous avais déjà parlé dans le chapitre précédent. C'est un jésuite italien qui va être envoyé en Asie et en Chine et qui va, son but, ça va être de propager cette réforme de l'Église catholique et bien sûr de convertir un maximum de personnes au catholicisme. Bon, la contre-réforme va mettre aussi en place la construction de nombreuses nouvelles églises. Ces églises somptueuses, décorées de statues, de fresques, et c'est ce qu'on va appeler le style jésuite, aussi appelé style baroque, un style grandiose, hein, très riche, propre à impressionner les foules. On peut penser à l'église mère des jésuites, celle de Gesù à Rome, qui montre effectivement ici, hein, ce luxe, cette richesse. Et le but c'était d'impressionner et donc de convertir un maximum de personnes en impressionnant les non catholiques. Bon, autre chose, une grande réunion, un concile va être organisé dans la ville de Trente, en Italie, donc ce fameux concile de Trente, entre 1545 et 1563. Et là, effectivement, alors ça va durer assez longtemps. Pourquoi? Parce que on va avoir des changements réguliers de pape et ces fameuses guerres de religion en Europe, ce qui va faire que le concile va être entrecoupé à plusieurs reprises et va durer assez longtemps. Mais bon, qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre ce concile de Trente? Eh bien, l'Église catholique va réaffirmer les dogmes du catholicisme, comme l'importance des œuvres de charité pour le salut, la reconnaissance des 7 sacrements, le culte de la Vierge et des saints, et il est aussi décidé de rétablir la discipline dans le clergé et d'améliorer la formation des prêtres. Donc on va réformer un petit peu, mais évidemment le but c'est d'apporter quelque chose de plus carré, de plus sérieux, de mieux encadrer, de mieux former les prêtres et les personnes afin de renforcer l'Église catholique. Bon, évidemment, tout ne va pas se faire dans la joie et la paix. Les tensions entre les protestants et les catholiques sont aussi à l'origine, hein, bien sûr, de ces guerres de religion qui vont toucher toute l'Europe de mars 1562 à avril 1598, du moins pour la France. Et en France, évidemment, protestants et catholiques s'affrontent très régulièrement dans ces fameuses guerres de religion très sanglantes, avec pour apogée l'épisode du massacre de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, à Paris. Et on a ce bilan très meurtrier, 3000 protestants tués, mais évidemment 3000 protestants lors de cette fameuse nuit, de cette fameuse journée, hein,
en août 1572, mais il faut savoir que les semaines suivantes, pendant des jours et des jours, on va avoir dans toute la France des massacres, puisqu'on va vouloir venger les protestants, puis les catholiques tués par les protestants vont vouloir se venger des protestants, etc. Donc si vous voulez, on va avoir toutes ces vengeances contre vengeances qui vont faire que pendant des semaines, on va avoir des massacres dans toute la France, suite à ce massacre de la Saint-Barthélemy. Et donc ces guerres de religion vont être très très violentes et très très compliquées. Il va falloir attendre 1598 pour signer vraiment cette paix avec l'édit de Nantes. euh, Par Henri IV, bien sûr, en 1598. Bon, donc on a vu, les 15e, 16e siècles sont donc des moments de rupture, de bouleversement dans tous les domaines. Ça a commencé par ces fameuses explorations, expéditions, empires coloniaux qui ont profondément bouleversé l'économie et la culture européenne, et ce qui fait qu'évidemment ça a entraîné de nombreux bouleversements, euh, bouleversements artistiques, bouleversements culturels, intellectuels, mais aussi scientifiques, et puis bien sûr des bouleversements dans la religion, puisque toutes les pensées étant bouleversées, ça a créé effectivement de nombreux changements, et c'est pour cela que ces 15e, 16e siècles sont des périodes des temps modernes très 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 riches.